Bonjour à vous tous, c'est dans cette deuxième partie du principe fondamental de la statique. Je rappelle qu'on avait vu dans la première partie comment on utilise le PFS pour résoudre un problème de statique d'une façon analytique. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir comment on exploite le PFS d'une façon graphique. Donc, c'est-à-dire on va faire une résolution graphique d'un problème de statique. Il faut savoir que la résolution graphique n'est pas toujours possible, c'est limité pour les problèmes plans. Donc la première chose qu'il faut vérifier, c'est que le problème est les plans. Et de plus, il faut aussi vérifier que toutes les actions mécaniques sont modélisables par des torseurs glisseurs. Bon, un torseur glisseur, on l'appelle aussi un torseur à résultante. Bon, c'est un torseur pour lequel il existe un point où le moment est nul. Bon, ça peut être tout simplement une force, puisque une force elle a un point d'application, et le moment de force en ce point d'application est nul. Donc une force, on peut dire que c'est un glisseur. Voilà, maintenant comment on va résoudre les problèmes de statique d'une façon graphique? Bon, il y a certaines situations, bon, il y a des propriétés pour chaque situation. On va voir la première situation. La première situation, lorsque vous êtes face à un ensemble en équilibre soumis à deux glissures, ou bien deux forces. Dans ce genre de situation, il y a deux propriétés qu'il faut retenir. Bon, je vais prendre un exemple. Ici, vous avez un solide soumis à l'action de deux glisseurs. Vous avez le premier glisseur F1. Bon, c'est une force appliquée en A. Vous avez le deuxième glisseur F2, c'est une force appliquée en P. Donc, les deux propriétés graphiques qu'on va retenir, ça découle directement du PFS. Bon, première propriété, ces deux glisseurs ils vont être opposés. Bon, c'est logique puisque le terre S il dit que la somme des forces est égale à 0. Donc F1 plus F2 égale à 0. Donc j'obtiens F1 égale à moins F2. Donc les deux glisseurs ils vont être opposés, c'est-à-dire ils vont avoir la même norme, même direction et le sens opposé. Deuxième propriété, ça vient du TMS, c'est-à-dire le fait que la somme des moments est égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on obtient de cette propriété? Bon, on déduit que le fait que ces deux glissures vont avoir la même ligne d'action. Bon, la ligne d'action d'une force, c'est la droite qui passe par son point d'application et qui est porté par la direction de cette force. Bon, on voit ici par exemple pour F1, bon, elle est appliquée en A et la droite ou bien la ligne d'action, il va passer par A, il est porté par la direction de F1, donc c'est cette droite. De même pour le glisseur ou bien la force F2, l'action il est appliquée au point P, donc la ligne d'action il va passer par B et va être portée par la direction de F2. Donc vous remarquez que ici les deux actions, ou bien les deux forces, F1 et F2, elles ont la même ligne d'action qui est la droite AB. Bon, ceci c'est logique puisque le TMS, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la somme des moments est égale à 0. Donc vous pouvez vérifier ici que le moment de F2 au point B c'est nul. Et le moment de F1 au point B, donc puisque F1 elle passe par B, donc son moment au point B va être aussi nul. Donc la somme des moments au point B elle est nulle. Voilà donc lorsque vous êtes face à cette situation, c'est-à-dire un ensemble en équilibre soumis à deux glisseurs, bon, il y a deux propriétés à retenir. Ces deux glisseurs ils vont être opposés et de plus ces deux glisseurs ils vont avoir la même ligne d'action. Donc ça veut dire si je connais une force, par exemple F1 appliquée au point A, donc je peux déduire l'autre en traçant la ligne d'action de F1 et en tenant en compte que F2 il va être opposé à F1, donc je peux représenter directement F2. Bon, maintenant on va voir une deuxième situation. Donc le cas où vous avez un ensemble en équilibre soumis à trois glissures. Bon, ici il y a trois propriétés qu'il faut retenir. Bon, ces trois glissures ils vont être coplanaires. Les directions de ces trois glisseurs sont soit concurrentes ou parallèles. Et finalement, la somme vectorielle de ces trois glisseurs est nulle. Bon, ici, je précise que pour les directions, elles vont être soit concurrentes ou parallèles. Donc, seul le cas de direction concurrente qui est au programme. Donc, pour le cas où les directions elles vont être parallèles, la résolution de ce genre de problème elle est hors programme. Bon, j'illustre ces différentes propriétés avec un exemple. Vous avez ici un solide qui est sous l'action de trois forces, bon, F1, F2, F3. Bon, la première propriété, il dit qu'ils vont être coplanaires, donc les trois forces ils vont être dans le même plan.
Deuxième propriété, donc ici vous avez le cas de concurrente, direction concurrente. Donc vous avez donc la direction de F1, direction de F2 et la direction de F3. Elles sont concurrentes à un certain point. Et finalement, la dernière propriété, la somme vectorielle de ces trois glissures est nulle. Bon, ça s'interprète graphiquement du fait que il y a un triangle fermé. Donc, vous voyez que F1 plus F2 plus F3, donc ça donne un triangle fermé. Bon, il faut faire attention ici, ce sont des vecteurs orientés, donc vous suivez le même sens. Bon, F1 plus F2 plus F3, donc origine, extrémité, origine, extrémité, origine, extrémité. Voilà, donc ce sont donc les trois propriétés qu'il faut retenir lorsque vous êtes face à une situation où vous avez un ensemble en équilibre soumis à trois glissures. Bon, maintenant on va voir comment on va résoudre un problème dans ce genre de situation. Bon, je vais prendre un exemple concret. Bon, supposons qu'on a un solide qui est à l'équilibre sous l'action de trois forces. Bon, F1 qui est connu, passe par A. F2 qui passe par B, là on connaît que sa direction. Et F3 qui passe par C, là où la direction et le module il est inconnu. Bon, comment on va procéder? On va exploiter les propriétés précédentes. On sait que ici les directions ne sont pas parallèles, donc forcément elles vont être concurrentes. Donc je commence à chercher le point de concours. Bon, il suffit de tracer la direction de F1, la deuxième direction qu'on connaît, c'est la direction de F2, et on obtient donc le point de concours. Et puis on va déduire la direction de F3. Donc F3 il passe par C, il doit aussi passer par le point de concours, donc je peux représenter sa direction. Donc une fois on obtient les trois directions, maintenant on va exploiter la dernière propriété, le fait que la somme vectorielle de ces trois forces elle est nulle. Et on avait dit que graphiquement ça va s'interpréter par un triangle fermé. Donc on va commencer par représenter la force connue, bon, c'est F1. Donc je vais la représenter avec une certaine échelle. Bon, par exemple, CF1 égale à 5 newtons en module. Je peux par exemple prendre 1 cm pour 1 newton. Et comme ça, je peux représenter F1 par 5 cm. Et puis pour obtenir notre triangle fermé, il reste à ajouter les deux directions. Bon, j'ajoute la parallèle à celle-là à partir soit de l'extrémité de F1, soit de son origine. Bon, c'est la même chose. Donc je représente la première direction et puis la deuxième direction qui reste, donc je la représente à partir de l'origine par exemple. Donc une fois que je représente les différentes directions, je vais obtenir un triangle fermé. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant à suivre donc le même sens pour obtenir donc une somme vectorielle nulle. Donc origine extrémité, bon origine extrémité, origine extrémité, j'obtiens le sens des différents forces qui manquent. Et voilà, une fois on obtient notre triangle fermé, bon, il suffit maintenant pour avoir le module de F2 et le module de F3 de mesurer donc F2 et mesurer F3 et revenir sur l'échelle choisie au départ pour représenter F1 pour déduire donc le module de F2 et le module de F3. Bon, maintenant on va voir une troisième situation, une situation où vous aurez à avoir un ensemble en équilibre qui est soumis à quatre glissures. Bon, il y a deux cas ici, je vais commencer par le cas le plus rencontré dans les problèmes. Dans le cas, vous allez avoir une direction et deux modules inconnus. Bon, je prends un exemple. Ici, vous avez un ensemble à l'équilibre sous l'action de quatre glisseurs, F1, F2, F3 et F4. Et vous pouvez voir que bon, vous avez le module de F4 il est inconnu, le module de F3 il est inconnu, et de plus, vous avez la direction de F3 il est inconnue. On est face à une situation où il y a deux modules inconnus et une direction inconnue. Donc, comment on fait pour résoudre ce genre de problème? Bon, la démarche est assez simple. On ramène ce problème à la situation d'un ensemble en équilibre sous l'action de trois glisseurs. Donc, vous voyez que déjà j'ai F1 et F2, ce sont deux glisseurs connus. Donc, je peux chercher le glisseur équivalent à F1 plus F2. Donc, la résultante équivalente à F1 plus F2 est assez simple. Donc, ça va être F1 plus F2. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de chercher un point pour représenter le glisseur équivalent. Bon, le glisseur équivalent, pour le représenter, il nous faut un point où le moment résultant il est nul. Bon, le moment résultant il est nul, comment trouver ce point?
Bon, je sais que le moment de F1 est nul en tout point de sa ligne d'action. Donc, on va représenter sa ligne d'action. Et je sais aussi que le moment de F2 est nul en tout point de sa ligne d'action. Bon, leur intersection, ça va donner un point en K. Et je sais que le moment de F1 en K plus le moment de F2 en K, elle est nulle. Donc, c'est-à-dire que le moment du glisseur équivalent il est nul au point K. Et comme ça, donc, je peux représenter le glisseur équivalent qui est F1 plus F2 qui va passer par le point K puisque le moment il est nul au point K. Voilà, une fois on trouve le glisseur équivalent à F1 plus F2, bon, on a ramené le problème à un cas de 3 glisseurs. Bon, le glisseur R, le glisseur F4 et le glisseur F3. Bon, maintenant, la résolution elle est assez simple, on l'avait déjà vu. Donc, je représente le glisseur connu, donc R ici pour notre situation. Et puis, j'obtiens les directions manquantes. Bon, en représentant la direction de F4, j'obtiens un point de concours et je peux déduire la direction de F3. Et puis, maintenant, j'exploite le fait que la somme vectorielle est nulle, qui se traduit par un triangle fermé. Donc, je commence par représenter ce qui est connu. Pour nous, c'est R. Donc, comment j'obtiens R? C'est F1 plus F2. Et j'obtiens R. Et puis, je représente la direction de F4 et la direction de F3 pour avoir un triangle fermé. Et puis, je vérifie origine extrémité, origine extrémité, origine extrémité. Donc, chose qui vérifie que la somme vectorielle est nulle. Et voilà, donc on a obtenu donc finalement la résultante, plutôt la norme de F3 et la norme de F4. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Le cas où vous allez avoir trois modules inconnus. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est la méthode de Kuhlmann. Donc, je prends l'exemple. Vous avez un ensemble à équilibre sous l'action de 4 glisseurs, F1, F2, F3, F4, avec trois modules inconnus. Module F3, F4 et F2. Donc, comment on fait pour résoudre ce genre de problème? Bon, on le ramène à un problème de deux glisseurs. Donc, on essaie de chercher l'équivalent à F1 plus F2 et l'équivalent à F3 plus F4. Ou bien je peux prendre d'autres couples de glisseurs. Voilà. Donc, le glisseur équivalent à F1 plus F2, pour le représenter, donc je cherche un point où le moment résultant est nul. Bon, c'est la même démarche que tout à l'heure. Bon, le moment de F1 est nul en tout point de sa ligne d'action. De même pour F2, il est nul en tout point de sa ligne d'action. J'obtiens le point I. Donc le moment résultant de F1 plus F2, il est nul au point I. Même façon pour les deux autres glisseurs, F4 et F3. Donc je trace les deux lignes d'action. Ça me donne donc le point G. Et le moment résultant de F3 plus F4 est nul au point G. Donc j'ai maintenant un ensemble à équilibre sous l'action de deux glisseurs. Bon, le glisseur équivalent à F1 plus F2 qui va passer par le point I. Et le glisseur équivalent à F3 plus F4 qui va passer par le point G. Et on avait vu que lorsqu'on a un ensemble qui est sous l'action de deux glisseurs en équilibre, ces deux glisseurs vont être opposés, ils vont avoir la même ligne d'action. La ligne d'action, c'est la droite IG, ils vont être opposés. Donc je vais appeler le premier R1 et je vais appeler le deuxième R2. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à obtenir les normes F2, F3 et F4. Donc comment on va les obtenir? Bon, il y a deux façons. Bon, je vais commencer par la première. Bon, je représente les glisseurs équivalents. Bon, pour représenter R1, je fais la somme. Donc, j'ai déjà la direction de R1, donc je représente la direction de R1. Et puis, je commence par représenter F1 qui est déjà connu. Donc, je représente F1 et je représente la direction de F2 à partir de l'extrémité de F1. Et je vérifie, j'aurai donc F1 plus F2, ça va me donner R1. Donc ici, j'ai obtenu donc la norme de F2 et j'ai aussi obtenu donc complètement donc la résultante R1. Maintenant pour les autres, bon, je sais que R2 il est opposé à R1, donc à partir de R1, je vais représenter l'opposé qui est R2. Et puis je trace la direction F4 et la direction de F3 à partir des deux côtés de R2. Et puis je vérifie F3 plus F4 pardon plus F3, ça me donne R2 pour obtenir le sens de F4 et F3. Sinon on peut faire autrement. Moi je sais ici que l'ensemble est soumis à l'action de 4 glisseurs, c'est-à-dire que F1 plus F2 plus F3 plus F4 égale le vecteur nul.
c'est une somme vectorielle nulle. Donc je représente cette somme vectorielle nulle d'une façon graphique. Bon, je commence par tracer la ligne d'action qu'on avait obtenue. Donc il y a la droite IG. Je commence par le premier glisseur qui est connu, c'est F1. Donc je représente F1. Et puis je représente les autres directions. Donc je commence par exemple par F2, je représente F2, je représente F4, je représente F3. Et puis je vérifie que c'est une somme vectorielle qui est nulle. Donc origine, extrémité, origine, extrémité, origine, extrémité, origine, extrémité. J'obtiens donc une forme fermée qui traduit donc une somme vectorielle nulle. Voilà. Donc, je rappelle, donc, lorsque vous avez un ensemble sous l'action de 4 glissures, donc vous allez rencontrer deux cas, donc soit le cas de deux modules inconnus et une direction inconnue, ou bien le cas de trois modules inconnus. Donc la démarche est assez simple, il suffit de travailler ces deux exemples pour retenir cette démarche. Bon, maintenant on va faire une application. Vous avez ici un mécanisme qui est en équilibre. Bon, il est constitué d'un tuyau 1 de poids P, soulevé par l'intermédiaire de crochet 3, crochet 6, et d'élingue 2 et d'élingue 5, et d'un anneau 4. Bon, on vous donne la distance AH égale à la distance DH, et de plus, l'angle alpha égale à 30 degrés. Bon, les questions, première question, déterminer la direction des résultantes 2 sur 3 et 5 sur 6, bon, c'est-à-dire l'élingue 2 sur crochet 3 et la direction de la résultante de l'élingue 5 sur le crochet 6. Deuxième question, on vous demande de décrire les actions mécaniques exercées sur l'ensemble S1, donc qui constitue du tuyau 1, crochet 3, crochet 6. Troisième question, on vous demande de déterminer graphiquement les actions mécaniques exercées sur l'ensemble S1. Et finalement, on vous demande de choisir l'ensemble convenable à isoler pour déterminer rapidement l'action mécanique sur l'anneau 4 en E. Bon, l'anneau 4 en E, c'est l'action du boîtier 0 sur 4. Voilà, pour la première question, il faut chercher ici la direction de la résultante de 2 sur 3 et la direction de la résultante de 5 sur 6. Bon, si je considère 2, il est en équilibre sur ces deux actions. Bon, l'action en C, l'action de l'anneau 4 sur 2, et l'action en D, l'action de l'angle 3 sur 2. Vous voyez qu'en C, et on avait dit c'est une liaison rotule. Bon, le moment en C, il est nul, c'est-à-dire que l'action c'est un glisseur. De même en D, c'est une liaison rotule, c'est-à-dire que le moment est en T. Et par la suite, l'action c'est aussi un glisseur. Et puisque 2 il est en équilibre sur l'action de deux glisseurs, le glisseur en C et le glisseur en T, bon, d'après les propriétés qu'on avait vues, si les glisseurs vont être opposés, ils vont avoir la même ligne d'action. Bon, la ligne d'action, puisque 4 sur 2 c'est en C et 3 sur 2 c'est en T, dans la ligne d'action c'est la droite CT. Voilà, donc 2 il est en équilibre sur l'action de deux glisseurs, bon, ils vont être opposés, donc résultante 4 sur 2 c'est opposé à la résultante 3 sur 2, et de plus ces deux résultantes vont avoir la même ligne d'action qui est la droite CT, et finalement on déduit que la direction de 2 sur 3 c'est la droite CT. Bon, je dis ici 2 sur 3, c'est la même chose c'est la même direction que 3 sur 2, puisque les deux sont opposés d'après le principe des actions mutuelles. Bon, pour la deuxième résultante, 5 sur 6, bon, c'est le même raisonnement. On peut remarquer que 5 il est en équilibre sous l'action de deux glisseurs. Bon, le glisseur en A, 6 sur 5, et le glisseur en B, 4 sur 5. Donc on déduit qu'ils vont être opposés. Et de plus, ils vont avoir la même ligne d'action qui est la droite AB. Et par la suite, on déduit que la direction de 5 sur 6, qui est aussi la direction de 6 sur 5, c'est la droite AB. Maintenant, si on passe à la deuxième question, dans la deuxième question, on vous demande de faire un bilan d'action mécanique sur l'ensemble S1, qui est constitué du tuyau 1 et du crochet 3 et 6. Bon, sur cet ensemble, quelles sont les actions mécaniques? On voit que déjà pour 1, le poids c'est noté P, donc il est soumis à l'action du poids. Pour 3 et 6, le poids est négligé. Mais qu'est-ce qu'il y a comme action? Vous avez l'action de 5 sur 6, il y a aussi l'action de 2 sur 3. Donc au total, sur l'ensemble S1, il y a 3 actions. Bon, le poids sur 1, l'action 5 sur 6 et l'action 2 sur 3.
Donc je vais regrouper ces actions dans un tableau. Bon, vous avez les trois actions dont je viens de parler. Bon, je peux regrouper aussi les différentes caractéristiques qu'on peut obtenir. Bon, pour les directions, bon, 2 sur 3 c'est déjà obtenu dans la première question, c'est la droite 7D. 5 sur 6 c'est aussi dans la première question, c'est la droite AB. Bon, pour le poids, la direction, c'est vertical. Pour le sens aussi, on peut le déduire. Bon, 2 sur 3, donc le sens de 2 sur 3, donc 2 et tire 3, donc le sens il est vers le haut. De même pour 5 sur 6, bon, 5 il tire 6 vers le haut, donc le sens il est aussi vers le haut. Et pour le poids, bon, la direction elle est vers le bas. Pour la norme, bon, pour les deux premières, pour le moment, on ne connaît pas la norme de ces actions, on va dire que c'est inconnu. Mais pour le poids, c'est déjà donné dans l'énoncé, c'est 600 déca-newtons. Voilà. Donc ici, avant de passer à la troisième question, on remarque que l'ensemble S1 il est soumis à trois actions. On voit bien qu'ils ne sont pas tous parallèles, donc ils vont être tout simplement concurrents. On voit qu'on est dans la deuxième situation qu'on avait vue dans le début de cet exposé, un ensemble qui est à l'équilibre sous l'action de trois glisseurs qui ne sont pas parallèles et qui vont être concurrents. Bon, je passe à la question suivante. Bon, on vous demande de déterminer les actions mécaniques, pour déterminer complètement les actions mécaniques sur l'ensemble S1 qui est constitué de 1 et 6 sur 3 et 3. Bon, on avait dit que l'ensemble S1 est à l'équilibre sur l'action de 3 glisseurs. Bon, on va utiliser la même démarche qu'on avait vue lorsqu'on avait exposé le cas d'un ensemble à l'équilibre sur 3 glisseurs. Bon, l'action vient de glisseur qui est déjà connu sur le point, donc on va commencer par représenter le point. Et puis, bon, pour la direction des autres, bon, ici, c'est déjà déterminé, la direction de 5 sur 6 et la direction de 2 sur 3. Donc, on va faire donc le triangle fermé, en représentant les deux directions qui restent. Bon, la direction de 5 sur 6, en traçant la parallèle à la droite AP, à partir d'un côté de P, et l'autre direction à partir de l'autre côté du poids P. Et puis on obtient donc un triangle fermé. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste maintenant à tracer les vecteurs force de chaque action. Donc il suffit maintenant de suivre un sens en origine extrémité. Donc pour R5, donc pour R5 sur 6, origine extrémité. Et finalement donc pour la résultante 2 sur 3, donc je suis le même sens, origine extrémité. Et j'obtiens finalement donc l'action R5 sur 6 et l'action R2 sur 3. Donc pour obtenir les valeurs, bon, normalement on doit représenter le poids P avec une certaine échelle. Bon, le poids, la norme c'est 600 décanewtons. Donc on peut prendre 1 cm pour chaque 1 décanewton. Et comme ça on peut représenter le poids avec 6 cm. Et puis les autres pour avoir la norme de la résultante 2 sur 3 et la résultante de 5 sur 6, il suffit de mesurer avec une règle et remonter à l'échelle qu'on avait utilisée pour tracer le poids et par la suite déduire la norme. Bon, ici on peut déduire rapidement sans mesure puisque vous voyez que l'angle qui fait donc la direction 5 sur 6 avec l'horizontale c'est 30 degrés, donc avec la verticale ça va être 60 degrés. Donc ici vous avez 60 degrés comme angle. De même pour 2 sur 3, l'angle avec l'horizontale c'est 30 degrés, donc avec la verticale ça va être 60 degrés. Donc ça veut dire qu'ici vous avez un angle 60 degrés. Donc ce qui reste comme angle ici c'est 60 degrés. Donc vous avez un triangle équilatéral. Ça veut dire que bon, le côté du poids P égale le côté de la résultante 5 sur 6 égale le côté de 2 sur 3. Donc si vous avez tracé correctement, si vous avez représenté le poids avec 6 cm, normalement vous allez trouver aussi 6 cm. Vous allez aussi trouver pour la résultante 2 sur 3, 6 cm. Si je remonte à l'échelle, donc 1 cm pour 1 décanewton, donc ça me donne 600 décanewtons pour 2 sur 3 et 600 décanewtons pour 5 sur 6. Bon, ici c'était assez simple à déduire puisque le problème était un peu symétrique. C'est pour ça qu'on avait obtenu un triangle équilatéral.
Sinon, on peut tracer avec les directions déjà obtenues. Et puis, on mesure avec une règle pour obtenir la valeur réelle de la norme de chaque action. Voilà, il nous reste la dernière question. On vous demande de chercher l'action mécanique sur l'anneau 4 au point E. Bon, au point E, c'est l'action du bâti sur l'anneau 4. Et on vous demande quel est l'isolement le plus simple à considérer pour obtenir rapidement cette action. Bon, on peut par exemple considérer isoler 4. Si j'isole 4, j'aurai l'action du bâti sur 4, 5 sur 4 et 2 sur 4. Bon, ça va être un ensemble sur l'action de 3 glisseurs. Et puis, je peux raisonner comme ça et jusqu'à obtenir l'action de 0 sur 4. Mais il y a un isolement qui est plus simple que ça. Donc, si par exemple je considère l'ensemble constitué de 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc si je considère tout cet ensemble, bon, je vois qu'il se met à combien d'actions? Bon, il n'y aura que l'action de 0 sur 4 et l'action du poids sur 1. Donc finalement, l'ensemble considéré est en équilibre sous l'action de deux glisseurs, donc le bâti sur 4 et le poids sur 1. Et puis on sait que lorsqu'on a un ensemble qui est sous l'action de deux glisseurs, ces deux actions vont être opposées, vont avoir la même ligne d'action. Et puis donc on déduit que l'action de 0 sur 4 elle va être opposée à l'action du poids sur 1. Et voilà, donc R à 0 sur 4, il est opposé à l'action du poids. Et le poids, c'est déjà connu, donc on a obtenu rapidement l'action de 0 sur 4 sans faire de tracé, sans faire de calcul. Donc finalement, l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'ensemble le plus simple à considérer pour obtenir rapidement l'action de 0 sur 4.